Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Il est 8h30 sur Canal Algérie. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et aujourd'hui nous sommes le 28 février 2026. Comme chaque samedi, Ahmed Delegation sera parmi nous. Il va nous emmener en visite guidée du côté de la Casbah. Quant à Anya, Srer aussi, elle sera parmi nous. Cette fois-ci, elle va s'intéresser à la rupture du jeûne. Donc, comment faire sa rupture de façon donc à ne pas se faire du mal, à ne pas justement s'alourdir particulièrement que la veillée reste quand même assez longue. Et nous terminerons l'émission en compagnie de Amina Zeri. Cette fois-ci, elle s'intéresse à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, particulièrement le mois de Ramadan. Il s'agit donc du gaspillage. Alors, elle va revenir sur cette thématique en compagnie de son invité. Elle recevra également une artiste interprète, musicienne, qui va nous interpréter de belles chansons. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, donc notre script Fodil a choisi pour nous une très très belle chanson de Abdelkader Chaou. Je vous laisse apprécier, on se retrouve juste après. بحياة شبابين فينا ما ننساش الخير ما ننساش الخير القصبة وانا وليدها القصبة وانا وليدها ربي يا كبير ربي يا كبير توحشت انا حومتي ونسيا الحباب زنقت الكر مع عميرتي ودموعي سراب توحشت انا حومتي ونسيا الحباب زنقت الكر مع عميرتي ودموعي سراب فرم بالي عسلا رويتها بالعز والتقدير بالعز والتقدير باب الزيران شفا زينها شط البحر تحير شط البحر تحير القصبة وانا وليدها البهجة وحنا ولادها ربي يا كبير ربي يا كبير القصبة وانا وليدها واللي صار يصير واللي صار يصير بحياة شبابين فينا ما ننساش الخير ما ننساش الخير القصبة وانا وليدها جزائر وحنا ولادها ربي يا كبير ربي يا كبير في ساحة الشهداء زينة وباب الواد في جامع سافي لقينا الخير مع السيادة في ساحة الشهداء زينة وباب الواد في جامع سافي لقينا خير مع السياد جامع الكبير تما قريتها بالصورات والتعبير بالصورات والتعبير سيدي رمضان من ولادها الشهداء كبير وصغير الشهداء كبير وصغير البهجة وانا وليدها. Très très belle interprétation, le Bahja Wana Walidha, le Qasba Wana Walidha de Abdelkader Chaoui, justement.
Nous allons passer quand même quelques temps à la Casbah en compagnie de Ahmed. Ahmed, bonjour. Bonjour. Sahar Ramadan. On n'a pas eu l'occasion de nous voir la première semaine de Ramadan. الله يعيشك الله يسلمك Bon retour à toi. الله يسلمك C'est toujours un plaisir de te retrouver. يسلمك يسلمك. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté de la Casbah. Habituellement, on fait la connaissance d'une personnalité qui a marqué une période particulière de l'Algérie. Cette fois-ci, ça va être les écrits autour de la Casbah, Exactement. n'est-ce pas? Et ce sera juste après ça. Ça donne du relief quand même, hein. Exactement. N'est-ce pas? On en a besoin. Il ne faut pas l'oublier. Alors, du coup, aujourd'hui, nous allons aller, comme je le disais, du côté de la Casbah. Alors, c'est vrai que la Casbah a fait couler beaucoup d'encre, hein, Exactement. n'est-ce pas? Elle a inspiré des écrivains, des peintres, des chanteurs. Oui. Elle a toujours été inspirante, la Casbah. En fait, elle est incontournable. La Casbah, c'est l'un des symboles de l'Algérie. On ne peut pas parler de la Révolution sans parler de Oui. l'Algérie, sans parler de la Casbah. On ne peut pas parler de l'histoire de l'Algérie contemporaine sans parler de tout ce qui s'est passé dans la Casbah. Donc, le début du théâtre, le début de la musique, donc les premières associations qui ont été créées, donc le mouvement national tel qu'il a été lancé, les premiers Sid Fatah, il y a plein. Donc, la Casbah, on peut, je ne sais pas, imaginer dans 10 000 ans, donc il n'y aura plus de Casbah peut-être, mais la Casbah existerait parce que c'est quand même quelque chose, c'est un élément très important dans le récit national de l'Algérie parce qu'elle a été Alger, c'est la vieille ville, c'est la capitale de l'Algérie pendant maintenant, ça fait 5 ou 6 siècles. Et puis le rôle qu'elle a joué dans toute l'histoire de l'Algérie. Donc, et là maintenant, on a beaucoup de nostalgie parce qu'il y a des gens, beaucoup de familles sont passées par là à un certain moment de leur histoire personnelle. Donc il y a des gens qui y ont vécu. Donc on est tous rattachés, on a tous un lien avec la Casbah, ne serait-ce qu'à travers le film de la bataille d'Alger. Donc tout le monde s'identifie à la Casbah. Donc, bon, c'est une ville, je ne sais pas, 1000 ans d'histoire. Qu'est-ce qui reste de la Casbah, qu'est-ce qui ne reste pas, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on n'a pas retenu. Donc, tout ça, il y a eu plein d'écrits sur la Casbah, sur les monuments de la Casbah, sur des aspects, le vécu de la Casbah, sur plein de choses. Donc, et bien sûr, on ne peut pas commencer sans citer le premier, l'un des travaux les plus intéressants, c'est le travail de Cheikh Abdelrahman El-Jilali Rabbi Rahman, Tarikh al-Moudoun Talat, c'est l'histoire des 3 villes. Oui. Pourquoi les 3 villes? En fait, c'est le millénaire de la refondation de ces 3 villes par Boulougine Ibn Zéri Sanhaji. Donc ça faisait 1000 ans pendant les années 70. Donc ça a été fêté en grandiose dans l'Algérie. La refondation d'Alger, de Meliana et de Mdia. Donc lui, il a rassemblé, il a collecté un certain nombre de travaux sur l'histoire de ces villes. Et bien sûr, si on veut commencer, on peut commencer par là. Donc, il y a aussi l'un des travaux les plus importants, Tarikh Madinat al-Jazair de Cheikh Nourdin Abdelkader, c'est aussi l'un des premiers. Lui, donc, c'est un travail un peu moins académique, mais qui est très intéressant parce qu'il a collecté tous les textes. C'est une collection de textes. De textes d'origine De quelle origine? Du Moyen-Âge, de l'époque ottomane. Donc, c'est des textes qui parlent de la ville d'Alger. Une sorte d'anthologie? Mais il a un peu révisé un peu, donc c'est sa propre rédaction, donc on trouve le nom des gouverneurs, on trouve les noms des ulama, on trouve les noms des muftis, on trouve les noms des saints patrons de la ville, donc c'est un très beau texte en fait, mais donc l'organisation un peu, bon, il l'a rédigé à sa façon, mais le texte est très accessible. Mais c'est aussi l'un des premiers travaux sur l'histoire de la ville d'Alger. Il y a aussi un autre travail de Hossein Mzali, 32 siècles, l'histoire de la ville d'Alger. C'est aussi un travail très intéressant. Donc, il y a passé 32 siècles 32 siècles d'histoire, exactement. Donc, il a collecté beaucoup d'informations. C'est un travail très intéressant aussi sur la ville d'Alger. Donc, bien sûr, tout y est, surtout parce que la difficulté de la ville d'Alger, c'est que il est difficile de séparer la ville d'Alger du destin du pays. Donc, comme elle a été la capitale pendant 5-6 siècles, donc on ne peut pas parler que de la ville. Donc, tout de suite, on s'accroche à l'histoire de tout le pays. Donc, c'est tout à fait normal. Là, c'est un travail qui a été laissé par De Vaux.
C'était un manuscrit qui a été édité, ça fait quelques années. C'est aussi un travail très intéressant parce que Albert de Vous, Pardon. les Français, ils inventent de ces noms, on ne peut pas les lire. Un X après un L, je ne sais pas. Est-ce qu'il est muet, il ne l'est pas, on prononce le L, on ne le prononce pas, je ne sais pas. Donc Albert de Vous, peut-être c'est comme ça. Donc il a été responsable des archives en fait pendant l'époque de l'occupation. Dès l'occupation, il a été auteur d'un livre sur les édifices religieux de la ville d'Alger. Et il a aussi laissé ce travail, El Jazair, l'histoire d'une cité d'Icosium à Alger. Je ne sais pas si c'est je pense que c'est son titre. Mais il l'a édité en partie dans quelques revues du 19e siècle. Mais comme il a eu accès à des documents qui ont par la suite disparu, donc c'est un travail très important. Il y a même quelques photos, il y a des images, enfin des photos, disons des images, des peintures. Des croquis, des peintures, oui. Qui sont très intéressantes. Là, c'est l'un des derniers travaux, c'est sur le Fahs algérois. C'est fait par Amir Omar Hachi, le travail est très intéressant parce que plein de travaux sont concentrés sur la Casbah. Sur la Casbah, oui. Lui, il s'est intéressé au Fahs, donc il est parti chercher les villas, les douérettes. Les alentours, finalement. De la périphérie d'Alger. Il a fait le tour. C'est un travail très très bon. C'est un travail qui lui a coûté 20 ans, 25 ans, peut-être si ce n'est plus. Ah, quand même. Ah oui. Mais Omar, bien sûr, il a été le prof à l'université, c'était l'archiviste de la ville d'Alger. C'est un gars qui est né à la Casbah, donc il connaît très bien la ville, qui connaît très très bien le Fars. Il l'a fait pratiquement à pied, il a fait tout le Fars. Il est parti à la découverte de tout le Fars, donc il a fait le tour. Le Fars, c'est la périphérie, donc c'est la banlieue d'Alger. Oui. Donc, on a la ville et autour, on peut commencer par Fars Bab Azzoun, Fars Ber Khadem, Fars Hidra, Fars Le Bière, et ainsi de suite, jusqu'à arriver de l'autre côté à Fars Bab Louad, et puis ça s'étend jusqu'à maintenant Raïs Hamidou, etc. Tout ça, c'est le Fars. Donc, c'est la périphérie d'Alger qui fait le. Donc là, lui, il est parti chercher Douéret, les vieilles maisons, les petits palais, les palais qui existaient. Il les a décrits, c'est un travail extraordinaire. Donc là, c'est un autre travail de Mustafa Ben Hammouch, Dar Sultan. C'est aussi un travail très intéressant, documenté, basé sur beaucoup de documents des archives, etc. C'est un travail très intéressant. C'est un peu la suite du travail de Nasser Din Saïdounir, qui a fait la même chose. Il a étudié la banlieue algérienne, la banlieue d'Alger, pardon, point de vue économique, donc tout ce qu'il y avait comme production, l'agriculture, tout ça, donc il a parlé de ça. Et puis donc il y a tous ces aspects parce que la ville d'Alger, donc il ne faut pas s'arrêter sur le bouqalat, sur Fermdan, le Maqrout, puis Maqrout Nakhem, Maqrout, comme toutes ces histoires. Il n'y a pas que ça, parce que il y a un peu de ça, mais c'est pas tout. Exactement, voilà. Parce que le plus important, c'est l'organisation de la ville. Oui. Parce qu'on s'imagine qu'à l'époque, tant qu'il n'y avait pas l'organisation qui a été par la suite introduite par l'occupation, qu'il n'y avait pas d'organisation. Non, il y avait le responsable des sources, les responsables des fontaines publiques, il y avait le responsable du nettoyage de la ville, tout ça. Donc il y avait le Cheikh El Beled, donc c'est le maire de la ville qui était détaché du DEI ou du gouverneur de toute la République. Donc tout ça, il y avait une organisation. Il y avait même un système d'éclairage public, le FNRJA, et c'était le dada de la famille de Cheikh Mahidine Bachtazi. Eux-mêmes, ils étaient connus à Alger comme étant la famille des FNRJA parce qu'ils s'occupaient de l'éclairage public à Alger. Donc il y avait un système juridique parce qu'il y avait deux juridictions, il y avait le Hanafi, il y avait le Maliki, qui avaient leur mahkama, et la mahkama était organisée. Et s'il y avait un problème, donc on pouvait faire un recours à la Cour suprême qui était le Majlis al-Ilmi, etc. Donc tout ça, c'est une organisation. Il y avait l'Oukla. Donc il y avait l'Oukil ils avaient leurs responsabilités. Et puis il y avait plus d'une vingtaine, presque une trentaine de marchés. Donc chaque marché avait sa responsabilité, sa spécialité. Il y avait les chemins, les rues de spécialité. Il y avait les ateliers.
Donc on a de tout. Donc on a les gens qui faisaient le harir, on a des gens qui faisaient le siyarin, on a le khdarin, on a tout ce qu'on veut. Et tout ça, il y avait même un hôpital. Mais on ne sait pas où était l'hôpital, sauf qu'on sait qu'il y avait un café qui était appelé Qahout El Maristan. El Maristan, c'est l'hôpital, le Bi Maristan. Donc ils ont réduit, ils ont enlevé le Bi. Donc on sait qu'il y avait aussi un hôpital. Il y avait aussi les médecins, donc les médecins de l'époque. Donc c'était des gens qui avaient leur boutique et qui étaient spécialisés dans la médication des gens. Donc il y avait tout ça, en plus des ulama, en plus des madaris, en plus des zawaya et en plus des adriha. Donc il y avait les mausolées. Les mausolées, oui. Tout et ça, là, nous sommes à quelle période? Après Sidi Abdelrahman Taal. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas le détail de l'évolution de la ville, mais on sait. Donc, Il y avait une organisation très minutieuse de la ville. Parce que on a la période ottomane et puis juste la coupure avec la colonisation qui font un peu effet d'écran. Donc on ne se représente Alger qu'à travers la période ottomane. Mais on sait que c'est un cumul d'expérience et on sait que c'est un cumul historique et culturel qui vient de très loin, mais on ne sait pas situer. Il n'y a pas une datation précise par rapport à cette organisation. Les archives sont là, donc il y a maintenant beaucoup de travaux qui se font sur une base archivistique et on découvre plein de choses. Donc il y a même un travail, voilà, donc comme ce travail de Samia, c'est ça, Samia Chergui, les mosquées d'Alger, c'est un travail, donc, et c'est les mosquées intramuros, donc c'est les mosquées qui étaient à l'intérieur de la ville, donc, et c'est un travail très intéressant parce qu'elle a conjugué à la fois les travaux archéologiques avec les archives. Et là, on découvre plein de choses. Donc, quand est-ce qu'a été construite la première fois. Et toutes les mosquées sont de vieilles mosquées. Et puis, on voit le rôle des uns et des autres. Donc, toutes les communautés qui existaient dans la ville, qui ont contribué, qui ont construit et qui avaient cet intérêt à la chose publique. Donc, on a un Dey, Chaban Ara, qui va construire une mosquée. À côté, il va construire une école coranique. Bien qu'on s'imagine, bon, il avait son problème, mais non. Donc, il va aussi s'occuper d'autres choses. On a aussi ce travail extraordinaire sur les bains. Oui. C'est pas le roman, les bains d'Alger, c'est le livre. Et c'est aussi un travail très intéressant parce qu'il montre le côté hygiénique un peu de ces gens, comment ils regardaient bien. Et là, on connaît, on a vécu, nous, quand on était petits, comment les vieilles partaient au hammam, dans les fêtes. C'était sacré, le vendredi, les fêtes. Maintenant, on a ça chez nous, donc la modernisation. Mais le hammam, donc il y avait aussi non seulement la partie nettoyage du corps, mais il y avait aussi des aspects un peu médicaux. Donc il y avait des plantes qu'ils mettaient, il y avait des argiles, il y avait plein de choses. Et ça, c'est l'aspect un peu médical qui était associé au bain. Ça, donc on s'attend à ce qu'il y ait un travail sur les couches, parce que la boulangerie était quelque chose on ne faisait pas le pain à la maison à l'époque, donc il y avait tout un réseau de couchettes. On a quelques noms, donc on a une vingtaine ou une trentaine de couchas, on a les cafés qu'il y avait, tout ça c'est des services qui étaient dans la ville, elle était vraiment vivante, la ville, donc elle donnait aux gens, donc il n'y avait pas, c'était pas une ville pension, hôtel, donc où les gens dormaient, mais c'était des gens où vivaient. Donc à la Casbah, c'était la vie en fait. Oui, et elle l'est toujours. Oui, elle l'est toujours, elle reste toujours le cœur palpitant donc, de la ville d'Alger, d'Algérie aussi. Comme tu disais, on ne peut pas scinder l'histoire d'Algérie de l'histoire de la Casbah. Et la Casbah continue à rayonner, continue à vivre cette très très belle ambiance, particulièrement le mois de Ramadan. En tout cas, merci beaucoup, merci à toi. Ahmed, de nous avoir fait cette petite visite à travers. Donc, alors là, il faut dire, c'est une toute petite partie des écrits autour de la Casbah. Effectivement, parce que c'est vrai que la Casbah a beaucoup inspiré. Ça te dit de rester à la Casbah, d'aller faire un petit tour, voir un petit peu l'ambiance aujourd'hui particulière durant le mois de Ramadan? Eh bien, merci beaucoup, Ahmed. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Et comme je vous le disais, donc, cette fois-ci, nous allons rester à la Casbah. Et c'est la Mia Boudbouda qui va nous faire une petite visite et pour découvrir justement une ambiance particulière qui règne en ce moment. Je vous laisse apprécier ce reportage et on se retrouve juste après. À la Casbah d'Alger, en ce mois sacré de Ramadan, ruelles et venelles s'animent au rythme de ses habitants, de jour comme de nuit. Une ambiance, des senteurs et une atmosphère toute particulière imprègnent les lieux.
On ne pourra jamais vous décrire. Il faut le vivre. Il faut vivre le ramadan à la Casbah. انا هاولك اليوم راح ندير متوم الشربه سي نورمال هذيك تمشي ما عندهاش. اما المتوم هاوليك راني جبت التاويل ديالو دوك نحفظ هكذاك ندوزنو انا والمراه ندوزنو. Pour les habitants de la Casbah, ce mois sacré est aussi une histoire de souvenirs. كانوا بكري الناس يطيبوا كوليكتيف في القصبة، الناس قاعد تبادل، هذا يمد الشربة، هذا يمد الشلاضة، هذا يمد السطيطحة، كانوا عايشين اون فامي. من قبل ما يدن الشيخ نطلعوا للسطح حنا صغار كاع عيتيك نستناو ونغنيو الغنية اللي معروفة يعرفوها كاع عيتيك صحاب العاصمة اللي هي دنيا الشيخ باش يضرب من المدفع. هو ما يضربش وانا يا ما ناكل شيء، هو يعمل بوم بوم وانا نعمل هم هم. كي حق رمضان كل شيء يتبدل، من الشعر، من الرحمه، الريحه، والريحه تاع الشربه تاع القطايف ماشي شربه تاع درك هذيك ماشي في فريك ولا اخر تاع قطايف، والقطايف هذيك يشدوهم في السطح يفتروهم ويشدوهم يلبسوهم وبلا ما نهضوا على البوراق. وديجا لا سيدي سبيساليست تاع الديور والقطايف، كل واحد موجد روحه والدنيا حاطين طالعين ما شاء الله. عندها شهر واحد آخر في رمضان. لا نضرب شهر ما كاش شهر ما كاين بارت والله ما تصيب كيما القصبه. Ramadan à la Casbah, c'est aussi une histoire de spiritualité rythmée par les salawats et les prières des tarawih dans ces mosquées au charme intimiste. جامع تاع قصبة حاجه هادي شوفي دخلي دوك تخلعي ديجا البنيه تاعو مش كيما بنيه واحد اخرين ابار جامع جديد باسكو بنيو 1660 وجامع قديم هذيك الساعه قدم ومن بعد يجيك تا ومن بعد يجي ولاد هادو قدم كاع لهنا بيناتهم براني ما نجمش يطلع لهنا ديجا دروج يعيوه. Notre déambulation nous emmènera au marché Les Hammal qui s'anime d'une effervescence toute particulière. Briques et bourrecs chez Kamel, Djoul chez Aouf et petite douceur chez Ammi Saleh, dont lui seul a le secret. بعد شهر في رمضان كاين تقاليد تاع رمضان وكل منطقه عندها تقاليد تاعها كلها بصح هنا سبيسيال. هنا يخدموا البلول قطايف يويو في بابا فهمتي بقلاوه. انا معاكم رؤوف من جامع اليهود القصبه، يجوا لينا العباد من كاع البلايص الله يحبونا، عندنا الاقبال كما نقولوا. انا نخدموا الله يبارك خير وبركه، كاين ديول تاع سميد نخدموهم يما معروفين سما نجيب ما يقعدوليش. Des mosquées au foyer, en passant par les marchés, le ramadan à la Casbah se vit comme une chaîne de gestes où chaque détail participe à une ambiance particulière. Une ambiance particulière, effectivement, à la Casbah d'Alger, particulièrement, j'imagine, en soirée après la rupture du jeûne. Et la rupture du jeûne, nous en parlons ce matin. Alors, il y a même quelques techniques pour rompre son jeûne sans se faire mal tout au long de la soirée, n'est-ce pas Ania? Oui. Et c'est une question à laquelle tu vas répondre dans un petit moment. Bonjour Ania, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et ce sera juste après cela. Bonjour Ania. Bonjour. Comment ça va? Ça va. 10 jours déjà? Déjà. 10 jours déjà de Ramadan. Alors j'imagine que durant les premiers 10 jours, il y a eu quelques mauvais réflexes, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, quelques mauvais réflexes, pour d'autres, tant mieux. Et on a toujours le temps finalement de se rattraper. Voilà, de se rattraper. Aujourd'hui, justement, c'est la rupture du jeûne. On n'en parle pas beaucoup. Alors, on a beaucoup tendance à parler de la soirée, on a beaucoup tendance à parler du suhour, mais le moment le plus important, c'est quand même la rupture du jeûne. Voilà, pour que toute la journée soit plutôt bénéfique, que ce jeûne soit bénéfique et surtout pour ne pas avoir tous ces bobos
pendant la soirée et post-repas. Beaucoup de personnes souffrent de ballonnements, de douleurs, de fatigue, de lourdeur surtout. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas bon pour la santé et ça gâche un petit peu le jeûne de toute une journée. Et la soirée aussi. Hein, et la parfois, soirée, évidemment. Donc, ça peut aller jusqu'à la nuit parce que le sommeil est quand même perturbé lorsque vous avez un repas trop lourd, trop gras, trop sucré. Évidemment que même le sommeil est perturbé. Donc justement, on va parler tout simplement de la façon de rompre le jeûne le plus saine possible. Entre parenthèses, lorsqu'on fait un jeûne, mais c'est vraiment entre parenthèses, on ne va pas fâcher à ce point-là. Lorsqu'on fait un jeûne thérapeutique, c'est-à-dire pas un jeûne sec du ramadan ou un jeûne hydrique ou un jeûne intermittent, voilà, lorsqu'on fait un vrai jeûne thérapeutique, c'est-à-dire un jeûne pour se soigner. Ça existe en nutrithérapie. Pour aider son corps à se remettre d'une pathologie, d'une telle ou telle pathologie. C'est vraiment typiquement un jeûne thérapeutique. Là, la rupture du jeûne serait vraiment complètement contradictoire avec ce que nous faisons quotidiennement pendant le mois sacré du Ramadan. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que rien de tout ce que l'on consomme n'est là. Je tenais quand même à le dire pour ma conscience de nutrithérapie. C'est vraiment des jus de légumes, des soupes de légumes. Mais là, on précise que c'est vraiment pour un jeûne thérapeutique. Là, nous parlons quand même... Aujourd'hui, nous parlons du jeûne du Ramadan. Ce n'est pas que un jeûne thérapeutique, il a quand même beaucoup de bienfaits thérapeutiques, mais pas que. Il y a aussi ces belles traditions qui aident, qui motivent, qui donnent envie, que ce soit aux jeunes, aux enfants, d'aimer encore plus le Ramadan, d'aimer encore plus notre belle religion, que c'est plus festif, plus traditionnel, et c'est tout aussi important. Donc, il faut aussi préserver ça, préserver le goût, préserver ces belles traditions. Donc, comment équilibrer, comment les rendre plus saines, même si ce n'est pas à 100%, comment réduire toutes ces choses qui vont nous faire sentir mal finalement et comment améliorer cette rupture du jeûne. Et ça garde quand même beaucoup de bienfaits du jeûne, même s'il n'est pas à 100% que thérapeutique. Voilà. Alors il faut dire que la rupture du jeûne, elle est pratiquement du copier-coller chez toutes les familles algériennes, n'est-ce pas? Donc on va parler de ces étapes. Voilà, alors c'est toujours un produit laitier, généralement du lait ou du lben avec des dattes, une soupe, tout dépend, un plat, salade, Exactement. Et la soirée continue. Voilà, et même si, déjà la rupture du jeûne se fait pour le lben. On va parler étape par étape, on va dire plat par plat. Pour le lben, c'est des microbiotiques, c'est des probiotiques, pardon, c'est des probiotiques. Donc oui, c'est bon pour le microbiote intestinal. On peut rompre le jeûne avec le lben, mais il y a mieux. Il y a mieux quand même. Idéalement, mais ça dépend. Ça dépend si on fait cette pause de prière juste après. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Lorsque on a jeûné toute la journée, notre glycémie est plutôt basse, l'insuline est plutôt au repos. Donc il ne faut pas, l'estomac est vide, on ne va pas choquer notre estomac avec une trop grande quantité d'un coup. On va pas, déjà c'est une question de quantité, il faut quand même fractionner et surtout que la première chose avec laquelle on va rompre le jeûne soit espacer un petit peu de tout ce qui va suivre par la suite. Donc un verre d'eau serait mieux. Tiède? Oui, un verre d'eau tiède, oui, à température ambiante. À température ambiante, d'accord. Voilà, à température ambiante, pas trop froid non plus. Donc, pour la digestion, on va éviter tout ce qui est trop froid, trop glacé pour améliorer la digestion. Donc, un grand verre d'eau, quelques dates, c'est parfait. Quelques dates, c'est-à-dire 3 dates, 4 dates, 2 dates. Tu sais, quelques dates, ça peut aller de 1 à... quelques dates à une vingtaine. Non, de 2-3 dates, ça va suffire juste pour reprendre un petit peu la glycémie, pour ne pas avoir un pic glycémique d'un coup. On ne va pas prendre directement sa soupe ou bourrec, non. Donc on va prendre quelques dates, faire une pause de 10 minutes qui va coïncider avec la prière, ça tombe très bien. Donc cette tradition de faire la prière juste après le verre d'eau et les dates, c'est vraiment compatible avec la rupture de jeûne healthy, on va dire, santé. Donc faire cette pause de 10 minutes où on va faire sa prière et revenir après ces 10 minutes pour
prendre sa soupe. Finalement, Ania, on reprend un petit peu les habitudes de l'iftar lorsqu'on se réveille le matin, parce que c'est ce qui est conseillé finalement. Donc après une longue nuit, généralement en jeûne, On a la nuit jeûné, c'est considéré comme jeûne. Le matin, donc première chose à faire, qui est conseillée, c'est justement de prendre le verre et d'eau, les 10 d'attendre minutes après pour- voilà, Exactement. quelques minutes. Ça va nous permettre de nous hydrater, ça va permettre de nettoyer notre corps, mais ça va aussi permettre à l'estomac de reprendre ses fonctions doucement avec les dates, de reprendre la digestion lentement et non pas de façon brutale. Pour la soupe, la shorba, est-ce que c'est healthy ou pas? On va pas enlever la shorba Ramadan, évidemment, mais il y a shorba et shorba, selon les régions, même si on salue toutes les régions du pays, on respecte toutes les recettes, mais pour le mois du Ramadan, il y a des soupes qui sont plus saines que d'autres. Je vois des personnes qui font leur shorba, par exemple, avec que de la tomate, ce n'est pas du tout ce qui est conseillé. On peut toujours mettre des légumes dedans, courgettes. Tomate en conserve, tu veux dire? Même tomate tomate fraîche. Seul, ce n'est pas l'idéal. C'est-à-dire qu'il y a des recettes de shorba, notamment à Alger, où il y a de la courgette dedans, de l'oignon, même si c'est une seule pomme de terre, mais c'est vraiment une forme de soupe de légumes qui vire plus vers le rouge, vers la tomate. Il y a plus de tomates que d'autres légumes, mais il y a quand même la présence d'autres légumes dans cette soupe-là. Et c'est ça qui va la rendre plus saine. On va aussi, pour shorba, aller vers le frik plus que vers le vermicelle, ça c'est évident, parce qu'il y a plus de fibres, il y a plus, il y a un index glycémique qui est plus faible par rapport à la farine qui va augmenter l'index glycémique. On va essayer par exemple, si on utilise de l'agneau, juste parfumer sa shorba avec de l'agneau, pas tout le mois du Ramadan mettre que de l'agneau dedans, on peut mettre autre chose. Vous voyez, c'est de cette façon-là qu'on va la rendre plus saine et plus digeste pour la rupture du jeûne. Boulek. Quantité de la harira? Ça dépend des composantes. Parce que je vois que les recettes sont... Oui, la harira, c'est vraiment à base de légumes. Hein. Voilà. C'est une soupe de légumes algérienne. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, on peut appeler ça le harira. Moi, je n'ai pas toutes les appellations différentes, mais tant qu'il y a des légumes, tant que c'est varié, tant que ce n'est pas que un type de légumes qui est favorisé par rapport à d'autres, tant qu'il y a des fibres et des légumes variés, c'est bon, on peut rompre le jeûne avec sans souci. Pour le boulek, évidemment, c'est de la friture. Il faudrait que ce soit au four au minimum, que ce soit avec du blé, pas industriel du tout, et que ce ne soit pas frit. Vraiment, c'est le pire moment, à ce moment-là, de rompre son jeûne avec un aliment qui a été frit. C'est des huiles qui vont être transformées. C'est vraiment toxique, on va dire, pour l'estomac d'ingérer directement une friture alors qu'il a été au repos pendant toute une journée. Donc on va essayer d'éviter ça, boulek au four, de préférence le rendre plus sain avec par exemple de l'oignon, plus de persil, du citron. On sait que le persil est riche quand même en fer non héminique, ça va apporter aussi, le citron va apporter de la vitamine C qui va activer sa digestion. Donc il y a des aliments comme ça qui peuvent devenir sains, on peut augmenter leur apport nutritif, c'est-à-dire les nutriments qu'ils vont apporter, on va les booster un petit peu, parce qu'il y a aussi à côté des aliments qui n'ont aucune valeur nutritive, nous allons le voir après. Essayez d'espacer un petit peu avec le repas principal, pas trop non plus, car il ne faut pas que ce soit trop tard la nuit, que ce repas-là ne soit pas trop gras, évitez le gras au maximum, ça va nous fatiguer encore plus après une journée de jeûne et de restriction. Essayez de s'hydrater au maximum, mais pas... vous voyez le verre qu'on a pris, on a attendu 10 minutes, mais après il va falloir attendre après, pas pendant. Évidemment que le soda n'a pas sa place, même si on fâche. Ce n'est vraiment pas la période pour le Ramadan. On peut prendre du jus de citron, on peut prendre... Peut-être en soirée. En soirée, du jus de citron, vous voulez dire, pas le soda. Le soda, c'est interdit, c'est tout simplement interdit. Il y a 3 aliments. De toute façon, ça ne me fâche plus parce que j'ai arrêté toutes les boissons gazeuses sucrées depuis 3 ans. Vous savez, donc ça va. On en rigole, mais vraiment. C'est la source de beaucoup de maladies très graves, de prendre autant de sucre, surtout
pendant le ramadan. Oui. Donc, si je devais bannir, même pour la soirée, 3 aliments, ça serait tajin hlo. Tajin hlo, même si c'est bien, on peut le laisser pour les fêtes, on peut le laisser pour des occasions. Ça fâche par contre, hein, personne. Oui, c'est un bon repas, ça fait partie de nos traditions et tout, mais on peut très bien le laisser pour les fêtes, les mariages, les occasions, pas pour chaque soirée de ramadan. Oui. C'est extrêmement sucré, ça va donner des pics de glycémie, des fringales juste après, de la fatigue. C'est vraiment pas fait pour le mois sacré du Ramadan. Et pourquoi ne pas essayer de rendre les traditions plus saines? Voilà. Donc on parlera de la soirée une autre fois. Une autre fois. En tout cas, mot d'ordre d'aujourd'hui. Moins de sucre possible. Moins de sucre gras, possible. Remplacer le lait par l'eau et surtout marquer des petites pauses entre les différentes étapes Exactement. du repas. Bonne hydratation avant de commencer le repas, pas pendant, car ça va diluer un peu le sucre gastrique et ça va ralentir la digestion. Donc on va essayer d'espacer un petit peu l'hydratation avant, après, pas en milieu de repas. Bon, on n'a pas beaucoup fâché aujourd'hui, Ania. Il n'y a pas eu de restrictions, mis à part le sucre, hein, donc ça va. Peut-être que la prochaine fois, on va fâcher avec Zlabia. Avec Zlabia, avec la soirée. Mais comment les remplacer quand même par autre chose? Voilà, il y a toujours des solutions avec toi. En tout cas, merci beaucoup, Ania, pour tous ces conseils. Donc, on se retrouve très vite, Inch'Allah, justement pour parler de la soirée. Merci beaucoup, Ania. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de Miliana, en compagnie de Faria Al-Hamdi. Miliana aussi, une ville millénaire, une ville d'artistes, une ville d'histoire, une ville poétique aussi. Et donc, Faria Al-Hamdi nous transmet l'ambiance qui règne durant le mois de Ramadan. Je vous laisse apprécier ce reportage et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. La ville de Miliana se pare de ses plus belles senteurs en ce mois de Ramadan. Dans les ruelles de la vieille Médina, l'air se charge d'effluves de coriandre fraîche, d'eau de fleurs d'oranger. Ramadan arrive et avec lui tout un art de vivre qui éveille les sens et ravive les souvenirs. De tout le temps, Miliana, ça a été une ville de tradition. C'est une ville de tradition. Le carême chez nous, il est sacré. Sacré, nous avons dans chaque famille, c'est la tradition de Ramadan, le shorba, le bourek, le djouaz, le saharat في الليل, c'est ça la famille milianaise. Dans les ruelles commerçantes de la vieille ville de Miliana, les anciens magasins racontent encore une époque où le commerce avait un tout autre visage. Au cœur de ces boutiques trônait la fameuse balance à plateau, posée sur un comptoir en bois. On n'a rien changé. Les étagères تاع بكري، الخدمة تاع بكري، كلش تاع بكري. والشومة تاع بكري. والميزان ثاني تاع بكري. ما بدلنا والو. Ces magasins étaient aussi des lieux de rencontre. On y venait, pas uniquement pour acheter, mais pour discuter, prendre des nouvelles et partager les petites histoires du quartier. Un peu plus loin, une petite place historique, connue localement sous le nom de place Telfham, ou la place du charbon, en référence à l'activité commerciale d'antan liée au charbon. Ce marché est un marché très très ancien, qui date de fort longtemps. Il s'appelait, à l'époque d'ailleurs, il s'appelle même place Telfham, la place du charbon. Parce qu'à l'époque, on vendait ici du charbon. Et puis ce marché-là, si on voit le plan de la ville, il est situé à peu près à l'extrémité de la ville de Miliana. Ce qui fait les gens, à l'époque, qui venaient des alentours de Miliana, ils vendaient leurs produits ici. Donc là, c'est le. Et puis, jusqu'à présent, la tradition s'est perpétuée. Donc on trouve la brocante, on trouve des bouquinistes, on trouve plein de choses. Ici, on peut trouver divers articles artisanaux, y compris des objets en cuivre et autres proposés par des vendeurs locaux sous les platanes. كما هكذا هادو لي لومبا بترول تاع بكري هادو من ساعة بكري لي لومبا بترول هادو
يمشوا بالبترول. احنا البترول سا نيكزيست با درك هنا في مليانه، مي كاين في الجيري كاين بترول وحنا ما عندناش باش نشعلوها. هذه خير من اللي نشعلوا الشمع كيما المولا كافي هذو تاع العجايز تاع ليبيا يبغوهم هذو. واحد جا ليا يحوس يدي اليمه وحده كيما هكا، قال لي ديت لها كاع تاع التريسيتي ما حبتش، قالت له جيب لي ديك تاعك تاع بكري. كي يشموا الريحه تاع القهوه هما ديجا سي كيلك شوز. Ici à Miliana, le ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne. C'est un temps de recueillement profond et de ferveur spirituelle. Chaque jour, après la prière du Dor, les fidèles se rassemblent pour lire 2 chapitres du Saint-Coran. On est actuellement dans un lieu de, comment dirais, de rayonnement culturel et spirituel. C'est la mosquée et la zawiya de Sidi Ahmed Ben Youssef. Et puis là, dans cette mosquée, c'est une forteresse, n'est-ce pas, qui a, si on peut dire, gardé la mémoire, notre mémoire et notre référence religieuse et spirituelle. Et puis là, c'est une tradition qui se perpétue depuis des siècles, c'est ce qu'on appelle Hizb al-Ratib. Donc le Hizb al-Ratib, c'est ce qu'on appelle Tolba, qui se regroupe 3 fois par jour, avant la prière du Dor, avant la prière du Asr et avant la prière du Maghrib. Ce qui fait, là, ils lisent généralement 2 chapitres du Coran, les Zouj Ahzab. Donc ce qui fait, Cette tradition transmise de génération en génération reflète l'attachement des habitants de Miliana à leur patrimoine religieux. Un ramadan à Miliana, c'est aussi un équilibre entre tradition, solidarité et élévation spirituelle. Et c'était donc une belle balade que Faria Al-Hamdi nous a proposée, donc du côté de Miliana. Cette fois-ci, nous allons revenir à Alger. Minaziri, cette fois-ci, a choisi de faire une petite séance de sensibilisation par rapport à un phénomène, malheureusement, qui prend de l'ampleur à chaque fois que Ramadan arrive. Il s'agit du gaspillage. Nina, bonjour. Bonjour Nour. Marhaba bik, c'est toujours un plaisir. عجبتني اللي يجي لك الكان الجيري نوتامون بونجور d'Algérie qui معي الفواره كي يشرب منها مره لازم يجي. Eh ben voilà, c'est ce que je dis toujours parce que notre invitée elle me dit c'est la première fois que je viens à Canal. Je dis bah bonjour d'Algérie, c'est comme le fouara. Exactement. Voilà, celui qui vient, il revient toujours. Emblématique, très beau, apprécié par tous les Algériens. Oui. Donc voilà, dans le Houda Ramadan. Inch'Allah. Ça va la santé? Ça va très très bien. Alhamdulillah. باينة j'ai repris, alhamdulillah. طواجن كشف. غير هما. أشطاطة. غير هما. غير هما, mais il faut pas. غير هما, mais il faut pas نبيعوا. Il y avait Ania juste avant toi. Alors Ania, elle était là avec. Il n'y a pas beaucoup de restrictions, mais. Voilà, à manger avec modération. Exactement, sans priver, sans se priver, mais voilà. Avec modération, sans gaspiller non plus. Exactement. Donc un sujet qui nous concerne tous, qui nous tient à cœur, c'est le gaspillage alimentaire, notamment le pain. Malheureusement, des tonnes de pain qui sont jetées dans la poubelle chaque année, chaque mois de Ramadan. Donc on va parler de ce sujet. Pour parler de ce sujet, justement, j'ai l'honneur de recevoir Madame Ben Nasser Louisa. Bonjour Madame Louisa, marhaba bik. Marhaba bik, c'est un honneur donc de vous recevoir, Madame Louisa, donc qui est économiste de formation, qui a une riche expérience professionnelle et associative. Elle est là justement pour partager avec nous sa passion pour la cuisine. Bonjour Madame, marhaba bik. Merci. Ça va, vous allez bien? Ça va, c'est un plaisir d'être parmi vous. Marhaba bik. Donc, j'ai l'honneur aussi, on termine en beauté, comme d'habitude, avec une très belle demoiselle, c'est Romaïssa.
Qaïd Youssef, marhaba bik Romaïssa. Romaïssa qui partage, qui a l'honneur, un grand honneur de partager la scène avec une diva, une icône de la chanson andalouse, c'est Madame Bahja Rahal. Donc le 3 mars, Inch'Allah, à la salle Ibn Khaldoun. Donc, Madame Bahja Rahal a choisi Romaïssa, troisième prix de Festival Abdelkrim Dali. Donc, voilà, Bahja Rahal qui a l'habitude de choisir chaque année, depuis 3 ans, donc elle choisit des voix féminines, de très belles voix, comme la voix de Romaïssa, pour partager avec elle la scène. Et bien sûr, c'est dans le but de promouvoir les voix féminines en Algérie et assurer aussi une bonne relève. Moi, je salue Madame Bahja Rahal qui nous regarde en ce moment. Donc, le pain, le gaspillage du pain, et nous rendons un vibrant hommage aussi à nos grands-mères qui ont transmis des plats tels que Sferia. Oui. Ce plat qui a été transmis de génération en génération. Donc, Madame, notre amie Louisa, nos arrière-grand-mères, en valorisant le pain et le recyclage du pain, elles nous ont transmis des recettes traditionnelles qui permettent de transformer le pain, le khbz اليابس كما يقولوا, le khbz البايت, en plat délicieux. C'est-à-dire quand même, nos grand-mères, elles étaient là, n'est-ce pas, Nour El-Houda? Et malgré ça, on gaspille le pain, malheureusement. Oui, en effet, aujourd'hui, ce gaspillage de pain attire l'attention de tout le monde, de tous, que ce soit les ménagères, c'est-à-dire le consommateur, les familles, ou alors les pouvoirs publics, ils en parlent. Ce gaspillage donc qui prend de l'ampleur à tel point qu'il devient un phénomène inquiétant. Hein? C'est vrai que on peut envisager des propositions de solutions, mais avant cela, on peut aussi revenir en arrière dans l'histoire. Nos anciennes mamans, grand-mères, toutes les personnes qui ont touché à la cuisine ont trouvé cette manière de contrecarrer ce gaspillage, notamment en l'utilisant dans la cuisine, en préparant des plats tels que la sfiria et d'autres cherchourat al-khubz. On avait les beignets de pain. Qui n'a pas goûté ça, fait du moins de ma génération, ça constituait le goûter, etc. Khubz el-bay aussi. Khubz el-bay. Il y a une multitude de recettes qu'on peut imaginer. Le tout, c'est de préserver ce pain. Ce pain qui nous revient très très cher. Exactement. Qui coûte beaucoup parce que ce pain, c'est quoi? C'est une composition de farine. À l'époque, on importait la farine. C'est du beurre, c'est de l'eau, c'est du sel, c'est l'effort, la force de travail. Exactement. Donc, tous ces ingrédients réunis, et si on se met à les chiffrer, à les quantifier, les chiffrer, on se rend compte que ça fait une belle somme d'argent qui est perdue. Et très souvent, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On va chez le boulanger. Aujourd'hui, il y a une multitude de pains qui poussent à acheter le pain rond, le pain maounis, le pain brioché, etc. Et ça, donc, ça impulse la consommation et c'est aussi le gaspillage. Voilà. Exactement. Et puis, il y a des familles où tous les membres achètent du pain. Alors, ils chemou, cheheu, روح الباب الواد شري ماونيس, روح البلويزداد شري خبز الزيتون. Il y a des gens qui font des déplacements. Ils se déplacent. Moi, je connais quelqu'un. Jusqu'à d'autres villes, hein, jusqu'à d'autres wilayas. Hein. Pour acheter. Et puis, en fin de journée, on se retrouve avec une trentaine de baguettes de pain, et malheureusement qui sont jetés dans la poubelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim.
faut toujours penser à ça. Voilà, donc vous avez des recettes à nous proposer? Les recettes, bon, la plus connue, c'est la sfiria. C'est un repas amélioré parce qu'à l'origine, la sfiria, c'est un plat algérien, créé en Algérie, créé notamment dans la ville d'Alger, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc à l'origine, c'était juste des croquettes de pain, c'est le pain rassis, et c'était, on trouvait ça chez les familles modestes. Hein. Toutes les invasions qu'a subi notre pays a créé une pauvreté, a créé les gens ne mangeaient pas à le faim, certaines couches et tout ça. Donc ce pain-là, c'était un aliment très demandé. C'était un aliment qui avait beaucoup de valeur et donc on faisait attention, on ne le jetait pas, on le transformait. On le transformait donc, notamment cette recette de sfiria. Qui ne connaît pas la sfiria ou qui n'a pas entendu parler de la sfiria algéroise? Parce qu'on parle aussi de la sfiria constantinoise, on parle de la sfiria bougiotte, etc. Mais les procédés sont différents. Très bien. Voilà. Très bien. Et donc, sfiria, Nor, qui a une belle histoire. C'est des recettes qui ont été créées dans des moments difficiles. Les familles, زمان ما كانوش عندهم beaucoup de moyens. Donc الحكاية تاعها كيفاش comme d'habitude, donc je vais la raconter en dialecte تاعنا qui est l'un des plus beaux dialectes dans le monde. Alors يقول لك واحد الزمان في الجزائر القديمة une belle jeune fille راحت عروسة عند une famille حالها حال الله. Alors un jour, elle reçoit ses parents. عليها كاين لهم دونك عرضوهم حشموا وعرضوهم يتعشاو. Alors la vieille elle dit à son mari تقول له بو واش رايحين نعطوهم واش رايحين نحطوا لهم. Alors la jeune fille العروسه هذيك اللي عاشت الله في العز قالت لها لا صفي النيه عجوزتها. قالت لها كيفاش نصفي النيه؟ قالت لها ما تقلقيش روحك كان الخبز يابس. دونك هذيك العروسه avec les moyens de bord elle a préparé un plat à base de sauce blanche اللي نعرفوها كامل اللي نديروها فوق السفيريه un peu de poignée de pois chiches طريف دجاج. Donc elle a préparé un plat qui a fait des ravages, qui a plu aux membres de la famille, notamment à ses parents. Alors le باباها قال لها واش هذا؟ قال لها بنين. قالت له جات العجوزه قالت له صفي نيه. الوغ من هذه الهضره جات سفيريه قعدت مع الزمان ولات سفيريه. الوغ قال لها شكون وجد هذا؟ قالت له ما قالتلوش انا، قالت له العجوزه عجوزتي كانت تقول لها ميمه. قالت له ميمه. دونك سي ان سين دو سوليداريتي اي دامور. ما بينتش باللي ناس زارها ما عندهمش، بالعكس شرفتهم فوالا. دونك اون باس على لا ميوزيك نور الهدى. Avec plaisir. Avec Romaïssa. Romaïssa, donc. Romaïssa qui est venue accompagnée de son instrument. Exactement. J'imagine que vous êtes très heureuse de partager la scène avec Bahja Rahal, n'est-ce pas? Hein? Exactement. يعني هاد الحاجة كانت لو غاف تاعي من صغري اني نلحق ونكون مع بهجة رحال. يعني هي فنانة، يعني كما نعرفوها قامة من قامات الفن الجزائري. C'était mon rêve. Voilà. Donc on a envie de vous écouter ce matin. سمعينا حويجة. يقولوا شيخ بلا شيخ ما هو شيخ. شيخ تحل هذه بكورة. يذكره بالخير. On le salue de passage. C'est un gros monsieur. أحسن ما يقال عين دي بسم الله بك نبدا حبك في سلطان جسدي ما عزك يا عين واحدة. اللهم صل وسلم طول الدهر على نبينا قدر نجوم الليل أظلم في الأمطار الغامقين
راس تخلف الحوت تلبك في البحور الغامقين الغزل في خشب ومسدي والمنسوج قميص وردة اشعر سلك حرير ديدي ما حملت بالظنا دودة يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك البدار. Magnifique, avec ça. Joli, hein? Très très joli, avec ça. Nous a ramené ce matin les saveurs de Cherchel, aussi chez les Chercheloises. Donc Cherchel, qui est, on dit, c'est une belle ville algérienne. Un musée à ciel ouvert. Hein, c'est l'une des plus belles villes du monde, de la Méditerranée. On peut avoir une idée sur le programme du 3? Le premier passage, ça sera une Noubarlé. D'accord. Après Nouba, c'est Restedil. Après, ça sera un duo avec Bahja Rahal. Ça sera un duo avec. Oui. Super. Masha'Allah. Donc, certainement, ça va être un spectacle extraordinaire. Donc, le public est cordialement invité à ce concert. On sera présent, Inch'Allah. Et il y a beaucoup d'activités en ce moment en Al-Houda. Un programme très varié et très riche. Ce soir, l'Atlas, la salle Atlas, la salle Atlas qui organise un grand gala en compagnie de Sami Zriab, Nadia Yasmine et Nasreddin Ghaliz. Donc le public est aussi cordialement invité. Je ne sais pas si on a un peu de temps. Encore 2 petites minutes. Combien? 2 petites minutes, on me dit. Donc on termine avec Madame Louisa. Donc je vous cède la parole justement pour donner peut-être un conseil pour... Un conseil, je vais essayer. Hein. Ce gaspillage, donc il peut être pris en charge, c'est-à-dire on peut trouver des solutions très très simples. Par exemple? Sphéria. Oui, Sphéria entre autres, c'est-à-dire l'inclure comme un ingrédient dans nos repas et non comme un déchet, parce que maintenant c'est un déchet qu'on jette machinalement dans les poubelles. Je dirais même c'est de... وبكري كنا زمان نرفدوا هذيك الطرف تاع الخبز نبوسوه ونحوه من الطريق. Mais maintenant, vous verrez le voisin descendre avec un sachet de pain. Normalement, il le dépose à la poubelle. Hein? Donc, il y a un travail à faire en direction du consommateur, le sensibiliser sur l'achat d'abord. On achète juste ce dont on a besoin. Pourquoi acheter 10 baguettes de pain alors qu'on n'en consomme que 4, 5 hein? Voire on n'en consomme pas du tout. Hein. Voire on n'en consomme pas du tout, parce qu'après il y a le bourrec, il y a... Oui, et puis en plus maintenant la tendance c'est, même les médecins le disent, parce qu'il est source aussi de certains désagréments, problèmes d'estomac, je ne rentre pas dans ces considérations. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci, Mina, merci beaucoup. On est toujours bien accompagnés. Lorsque tu viens. Merci beaucoup, Mina. Romaïssa, merci beaucoup. Mais là, on te réclame au niveau de la régie. Ah bah oui. يا اخي قال لك واش يقول المرسول ما يحشم ما يستحي هكذا. Moi je transmets. Voilà. Alors, on termine en ta compagnie, peut-être avec un petit quelque chose. Merci beaucoup, Romaïssa, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle soirée en compagnie donc, de Bahja Rahal. On rappelle, ce sera le 3 mars. Inch'Allah. Mesdames, ça a été un plaisir de partager le plateau en votre compagnie. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Surtout, on termine sur le conseil de Madame acheter avec modération, consommer avec modération. Et donc, je vous retrouverai avec un très grand plaisir dès demain à partir de 8h30. Au revoir. بالصلاة على محمد ابتدى هذا النظام ابتدى هذا النظام هو الرضا دايم مؤمن
على الصحابة الكرام. أبا بكر ثم المجد وعثمان وعلي الإمام، وعثمان وعلي الإمام ذكرهم يبدي غيارا. ذكرهم يبدي غيارا. سادتي أهل الشرف الله الله نقصد الهادي المبارك. نبينا عين الشرف الله الله ألف صلاة على نبينا. هي رحمة للقلوب هي رحمة للقلوب. تفجي عنك الغبينا وتمحي جميع الذنوب وتمحي جميع الذنوب. لا